Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, le ministre burkinabé de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré et l'ambassadeur du Niger à Bruxelles ont pris part ensemble dans la capitale européenne a eu un panel sur la démocratie suivi d'un autre sur la situation de l'Alliance des États du Sahel AES, une organisation formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans ses propos, le diplomate malien déclare, je cite, on avancera avec ou sans vous, fin de citation. Je rappelle qu'à ce panel étaient présents des membres, des représentants de l'Union européenne, de la francophonie et des pays africains. Lucas Baki, avec vous, on va tenter de décortiquer donc cette actualité. Vous êtes journaliste, analyste politique et spécialiste du Mali. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de New World Info. À Bruxelles, contre quoi ou qui est-ce que le ministre malien Abdoulaye Diop était remonté à un témoin, les vidéos relayées par les médias nationaux? Alors Charlotte, je m'en voudrais quand même d'entamer cette interview sans m'attarder quelques secondes sur la forme même de cette interview. Vous savez, le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale est connu quand même comme étant un diplomate chevronné, voilà, qui a des qualités irréfutables. Mais à cette occasion, à ce panel, il a encore montré une dimension supérieure de sa personnalité à travers la rhétorique qui a servi. C'est vrai que Boileau nous disait que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. En l'espèce, le ministre Diop a franchi le seuil d'un vécu. Il ne s'agit plus d'une simple conception, mais il s'agit là d'un vécu qu'il fallait relater. Une forme de tricherie, une forme de brimade, de compression que les pays du Sahel ont eu à subir pendant des années et dont il fallait précisément parler devant des interlocuteurs avisés, qui sont d'ailleurs même les auteurs de tout ce que les pays du Sahel ont eu à vivre. Donc, la révolte dont vous parlez est une révolte légitime. Il est remonté, vous savez, le président Sankara disait que l'esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et donc, dans le contexte précis de ce panel, où il était question devant des interlocuteurs comme l'Union européenne, la francophonie, etc., dont le rôle contre les pays du Sahel est bien connu par tous les esprits avisés, il fallait utiliser le ton, la rhétorique et la posture de quelqu'un qui s'y connaît et qui est prêt à engager le débat nécessaire visant la libération effective des pays du Sahel. Et donc c'est dans ce contexte-là que le ministre Diop s'est prononcé et on peut se féliciter justement de ce qu'il a révélé, son attachement au besoin de construire les nations du Sahel et au fait que lui, il porte réellement la vie et le devenir de son peuple parce que il a bien marqué la différence avec ceux qui sont dans les périphrases inutiles, sonores, et qui nous habituent à la langue de bois, qui se complaisent dans les titres et tout. Le ministre Diop, dans cette interview précise, a montré qu'il est un homme d'action, du terrain, qui a un vécu et qui a vécu les épisodes. Vous savez, en matière rhétorique, vous ne pouvez être persuasif et convaincant que si vous portez réellement chaque mot, chaque idée, chaque phrase que vous sortez. En réalité, c'est un vécu que le ministre Diop a rendu et c'est ce qui explique justement le ton ferme, rigoureux, vigoureux qu'il a utilisé à travers cette interview. Le diplomate malien, dans ses propos, a plusieurs fois répété ou sinon évoqué la nécessité de changer en paradigme dans les rapports entre les autorités, le Mali et l'Occident, ou sinon ses partenaires habituels. Mais qu'est-ce qui dérange encore tant les autorités maliennes dans justement ces rapports? Il faut d'abord dire que dans ce panel, dans l'exposé du ministre des Affaires étrangères du Mali, il y a deux aspects. Dans un premier temps, il fallait expliquer pourquoi les pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont senti le besoin de se mettre ensemble et de créer l'alliance des États du Sahel. C'était précisément contre l'injustice, toutes les brimades, tout ce qui a été conspiré contre ces pays et qui visait à étouffer ou même à tuer
les citoyens de ces pays-là. Donc, il y a d'abord un aspect de rappel, de dénonciation de tout ce qui était lié aux actes contre nature qui vont contre les intérêts de ce pays-là et qui ont justifié le besoin pour eux de se mettre ensemble pour justement constituer une force alternative qui permet de contrer tout ce qui se fait de l'autre côté. La deuxième chose qui explique justement son interview, c'est que au-delà de cette lutte contre les forces extérieures, les trois pays ont senti le besoin de créer un écosystème socio-politique et économique qui permet justement l'émancipation effective de leur population. Et donc, ce sont les deux volets qui concernent véritablement cette intervention-là. Maintenant, dans ce volet de la dénonciation, oui, mais le ministre malien a reposer son raisonnement sur des faits. Voilà des pays qui font face à un phénomène exogène, dont les racines sont exogènes, c'est-à-dire le terrorisme qui a été engendré, généré, entretenu, financé par des forces extérieures dans le but de maintenir ces pays-là dans une forme de déstabilisation, d'instabilité, d'incapacité à être gouvernés. Et donc, ces pays-là recourent à quoi? À des partenaires traditionnels qui ont des contrats ou des accords précis de coopération, etc. Ils veulent acheter le matériel qui leur permettent de se défendre contre justement ces traîtres-là armés, qu'on a armés et qui luttent contre justement les intérêts du pays. Et puis les partenaires disent quoi? Mais non, nous ne pouvons pas vous fournir des armes létales. Et donc, ça veut dire que vous n'avez qu'à vous débrouiller à votre manière, quitte à ce que vous utilisez les bâtons, comme il est dit, pour vous défendre contre ces terroristes-là. Du coup, ces pays ont fait quoi? Ils ont trouvé d'autres partenaires à partir desquels ils ont commencé à s'armer, à se restructurer et à avoir bien sûr des résultats probants sur le terrain. Au-delà de ceci, même les partenaires traditionnels qui nous avaient dupés, qu'ils viendraient précisément les aider à lutter contre ce phénomène-là, on a constaté une duplicité, une supercherie, une fourberie et une connivence notable avec les ennemis du peuple qu'ils essayaient de armer. En témoigne précisément la plainte formulée par le Mali auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre la France qui était censée lutter contre le terrorisme précisément au Mali. Et donc, dans un tel contexte, oui, si la France et les autres pays partenaires du Mali, en tout cas partenaires classiques, continuent de conspirer contre les intérêts du Mali, il est clair que c'est le moment ou jamais pour ces pays-là de les dénoncer et de leur rappeler le besoin pour eux de se prendre en charge et de disposer par eux-mêmes. Voilà en tout pourquoi le ministre avait senti le besoin et il avait la bonne cible, c'est-à-dire l'Union européenne, la francophonie, en tout cas tous ceux-là qui ont toujours joué contre les intérêts de nos pays depuis des siècles. C'est-à-dire à partir des razzias négrières, la colonisation et aujourd'hui le néocolonialisme qui empêche littéralement le pays de commencer à se construire, de prendre un niveau de maturation politique, économique et sociale nécessaire. Donc, il fallait précisément leur rappeler leurs propres contradictions, leur incohérence et leur poids, leurs deux poids, deux mesures qu'ils pratiquent jusqu'aujourd'hui. Le Kabaki, le Mali et le Burkina Faso ont franchi en pas après la tenue des assises nationales pour justement ces rencontres qui ont accouché d'une nouvelle feuille de route pour justement favoriser un climat socio-politique, en tout cas un nouvel élan pour ces deux pays. Mais le Niger traîne encore les pas alors que le pays doit marquer ses 12 premiers mois de la transition le 26 juillet prochain. Qu'est-ce qui retarde justement le Niamey à faire comme ses voisins? Le Mali est un pays, le Niger est un pays souverain, tout comme le Mali, le Burkina Faso, et donc nous n'avons pas intérêt à nous prononcer sur la manière dont les dirigeants s'organisent avec leur peuple pour gouverner leurs États et les construire à leur manière. Il appartient aux Nigériens eux-mêmes d'aviser sur le plan ou la stratégie qui est mise en place par le général Tiani et son équipe et qui les gouverne. En tout état de cause, on constate une forme de synergie, une harmonie, une entente entre les dirigeants nigériens et leur peuple. Et on a même le même sentiment vis-à-vis du Mali et du Burkina Faso, même si ceux-ci ont eu à organiser des assises nationales, etc. Tant qu'il n'y a pas de révolte, tant qu'il n'y a pas de contestation, et tant que le peuple adhère
à la politique initiée par les dirigeants nigériens, il n'y a pas de commentaire possible parce que qu'est-ce que le peuple veut en réalité? Son épanouissement. Des dirigeants qui sont capables de s'engager résolument pour résoudre les défis majeurs auxquels le peuple fait face. Le peuple nigérien fait face à quoi? Au terrorisme, à l'instabilité, à l'insécurité et au besoin justement de construire une économie. Alors, avec le général Tchiani, on constate qu'il y a un désir profond de souverainisme, un désir profond de s'engager sur des chantiers les plus intéressants pour le peuple. Et donc, de ce point de vue, on ne peut que les laisser faire et évoluer comme ils sont. Ce n'est pas un mimétisme, il ne s'agit pas de copier. Il s'agit en fait de poser un diagnostic concret et précis des besoins de la population, des défis auxquels les pays font face, et donc d'élaborer des solutions qui sied véritablement à ce besoin de les résoudre. C'est ce que les pays de l'AES nous sont en train de nous enseigner et qui explique que nous sommes engagés précisément à leur côté pour suivre de près tout ce qu'ils font. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui on constate tous les résultats et aussi saisissants et frappants en matière de lutte contre le terrorisme et le besoin de stabiliser tous ces pays-là. Il s'agit là d'un modèle de leadership et de gouvernance qui est en train bien sûr de nous inspirer et de montrer que effectivement on a besoin des dirigeants visionnaires qui sont capables de faire profiter à leur population les ressources dont les pays disposent et qui sont capables de créer l'écosystème où on peut parler de la cohésion, de la construction des nations et d'une vision pour le meilleur devenir de la nation. Mais les trois pays sont ensemble. Le Mali et le Burkina Faso semblent avoir un plan d'action défini sur les 5 prochaines années, mais pas le Niger. Est-ce que tout de même cette situation garantit une harmonie au sein de l'AES? Mais l'harmonie dont nous parlons est très, très simple. Elle est centrée sur les besoins fondamentaux de trouver des solutions sur des défis majeurs qui concernent les trois pays-là. C'est pour ça que j'ai évoqué ce qui les met ensemble. C'est d'abord le besoin de sécuriser le pays. Ensuite, le besoin de créer un écosystème socio-économique et politique dans lequel l'ensemble des pays se retrouvent. Ce qui est aux antipodes, en fait, des actes qui sont aujourd'hui posés, si vous voulez, par la CEDEAO et qui, malheureusement, participent à disloquer cette organisation sous-régionale et qui donne le sentiment qu'en fait, on est en face plutôt d'un syndicat de chefs d'État qui, au lieu de se prendre pour le meilleur devenir de leur population et d'être au service de la population, ce qui est une mission sacerdotale pour le dirigeant, ils œuvrent plutôt contre les intérêts de leur peuple. Ils protègent leur propre, si vous voulez, leur titre, leur fauteuil, et jouent malheureusement contre les intérêts de leur peuple en faveur des intérêts des peuples opposés. Et donc, les détails liés au type d'organisation, à la manière dont chaque État procède pour se gouverner, ne nous intéresse absolument pas. Ce qu'il faut regarder et évaluer, c'est quelles sont les dispositions qui sont prises pour que le peuple ou bien le pays retrouve l'intégrité de son territoire, que la population se sente libre de tous ces mouvements et d'agir dans le besoin de construire une nation et de créer une richesse nationale qui profite à l'ensemble de ce pays-là. Je pense que le ministre, aussi bien le ministre Diop que le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso et l'ambassadeur du Niger ont rappelé tous ces éléments-là qui expliquent que les trois pays n'ont pas d'autre choix que d'être ensemble et de faire en sorte à montrer un exemple inspirateur à tous ceux qui ont échoué par rapport à ce besoin, voilà, de construire des nations prospères. Depuis plus de 60 ans déjà, nos pays sont proclamés indépendants. Et c'est aujourd'hui que nous parlons de la souveraineté. Et le ministre Diop l'a précisé. Il dit que c'est une honte quand même pour nous. Parce qu'en réalité, en tant qu'être humain, nous avons des facultés. Nous devons pouvoir travailler pour impacter notre environnement et nous construire dans la mesure de tout ce qui est mis à nos côtés par l'environnement lui-même. Il se trouve que pendant plus de 60 ans, ou même avant cela, pendant des siècles, nos pays ont vécu par procuration. C'est-à-dire que
l'Occident nous a donné le sentiment que nous ne sommes pas des êtres humains à part entière qui pourraient réfléchir par eux et qui pourraient chercher des solutions endogènes en vue de se construire. Aujourd'hui, la donne doit être brisée parce que justement les esprits s'émancipent et tout le monde se dispose désormais à se prendre en charge. Et c'est cette vision qui anime précisément les États de l'AES et on n'a pas d'autre choix en tant qu'observateur et citoyen avisé d'accompagner cela parce que c'est inhérent à la nature humaine et c'est cela qui permet de garantir la liberté véritablement qui fait partie de l'espèce humaine. Oui. Abdoulaye Diop a également évoqué lors de cette rencontre donc les relations avec la CEDEAO. Justement, le retour de l'AES au sein de cette organisation régionale n'est toujours pas alors envisagé? Alors, d'abord, il faut prendre il faut s'appuyer sur les propos tenus. D'abord par le président Assimi Goïta qui dit bien qu'ils ont emprunté une voie irréversible, une voie de non-retour, voyez-vous. Mais interrogeons-nous quand même sur l'attitude même de la CEDEAO. En réalité, qui a exclu les trois pays, c'est la CEDEAO. Elle les a exclus pourquoi? Sur la base du fait que ces États ont connu des coups d'État qui ne sont pas recommandés donc par la CEDEAO, qui sont condamnés par les instances de la CEDEAO et qui préconisent précisément que toutes les fois où il y a un État qui perpètre un coup d'État, qu'il soit suspendu tout simplement. Et donc, ça veut dire que dans un premier temps, c'est la CEDEAO qui a cru utile et opportun de les exclure de son champ d'action. Mais quand on entend le ministre dire que c'est déplorable que les sanctions prises au départ ont créé le fossé entre nous et la CEDEAO, est-ce que tout de même on ne sent pas cette envie de vouloir quand même un peu quelque part renouer le dialogue? Non, sur le principe du dialogue, il n'y a même pas de problème. Je vais continuer pour dire que ce qui est curieux et qui est vraiment paradoxal, comment il se fait que vous avez exclu des gens sous la condition qu'ils ne peuvent revenir que s'ils sont conformes aux dispositions qui vous unissent, c'est-à-dire connaître des élections démocratiques, etc. Est-ce qu'il y a eu des élections au Mali? Non. Est-ce qu'il y a eu des élections au Burkina Faso? Non. Est-ce qu'il y a eu des élections au Niger? Non. Comment on peut expliquer que, bizarrement, pendant que les trois États s'organisent à leur manière pour s'auto-défendre et se construire, c'est encore cette même CEDEAO qui procède par des subterfuges, de la malice, de la ruse, pour réclamer, revendiquer l'appartenance de ces États-là à la même CEDEAO, alors que ce qui était exigé de ces États n'est pas encore résolu. C'est pour dire qu'il y a en fait un piège. Le piège, c'est qu'on a bien compris que la CEDEAO ne s'appartenant pas, la CEDEAO étant inféodée par des puissances occidentales et téléguidée par ces puissances-là, ce sont donc ces puissances qui jouent un rôle catalytique pour essayer d'endormir les pays de l'AES parce que l'élan qu'ont ces États-là inquiète véritablement parce que ça va faire tache d'huile, de sorte que les autres États qui sont encore dans l'impasse ou qui jouent encore le jeu des puissances occidentales seront obligés de s'aligner derrière le nouveau type de leadership de ces pays. Autrement, ce sont les populations qui vont véritablement se révolter contre leurs dirigeants qui s'érigent véritablement en traîtres et trahissent véritablement l'aspiration profonde de ces peuples-là. Donc, il est incohérent pour la CEDEAO de faire la cour aujourd'hui à ces États de l'AES qui ont instauré une dynamique unitaire assez exemplaire et inspirant et qui nous donne le sentiment que malgré toute la conspiration et tous les jeux malveillants, malfaiteurs, pernicieux contre ces États-là, ils vont marcher sur les ronces pour aboutir à un résultat qui va faire rêver l'ensemble des peuples de l'AES. Donc, il n'y a pas une envie de retour à la CEDEAO parce qu'on ne peut retourner à cette communauté que s'il y a des intérêts qu'on peut puiser. Malheureusement, on a constaté, comme l'a dit même le ministre Diop, que la CEDEAO devient une menace pour ces États-là. À Abuja, au Nigeria, les ministres de la Défense des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et leurs collègues des finances se sont à nouveau réunis fin juin, précisément le 27 du mois. Cette rencontre visait à explorer l'option de financement pour créer une force régionale. Quelle analyse en faites-vous? Ça fait partie des supercheries, ça fait partie, voyez-vous, des manœuvres malveillantes qui donnent le centre, qui veulent nous distraire tout simplement. Distraire parce que quoi? Parce que qu'un pays comme le Mali a subi
l'action désastreuse des terroristes il y a plus de 10 ans. Et pendant ce temps, il était resté L'une au des sein de la missions CEDEAO. de cette force régionale, c'est d'aider à lutter contre le terrorisme dans la Oui, région. non, c'est ce que je vous dis, il n'y a rien de sincère dans tout ça. C'est de la supercherie. Vous savez, tant que vous n'êtes pas dans le vrai, vous n'êtes pas dans la sincérité, vous manquez même d'inspiration. Regardez les maladresses alignées par les États de la CEDEAO. D'abord, les sanctions iniques, cyniques, sadiques contre les États. Je crois que l'ancien ministre des Affaires étrangères béninois l'a dit. Le volet humanitaire ne peut jamais être remis en cause, quel que soit le contexte auquel un pays fait face. À cause d'une histoire de coup d'État, vous vous êtes mis dans cette posture inhumaine qui consiste à étouffer des peuples entiers sur des mois, sous prétexte que vous voulez un retour à l'ordre constitutionnel. C'est une attitude absurde qui remet en cause la vocation même d'un dirigeant. Parce qu'en réalité, quand on désigne quelqu'un pour conduire un peuple, c'est qu'il a une mission sacerdotale qui vise d'abord à protéger la vie humaine, à faire en sorte qu'elle soit sécurisée et que cette vie-là puisse s'épanouir, etc., etc. Et donc, quand des dirigeants prennent des mesures aussi absconses et une attitude inhumaine qui consiste plutôt à entamer l'essence même de l'activité humanitaire, c'est qu'ils ne sont plus des êtres humains, ils sont plutôt au-delà même des animaux, parce que les animaux manifestent certaines vertus que nous voyons. Donc, dans un tel contexte, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de fructueux, de constructif en ce qui concerne les initiatives de la CEDEAO, parce qu'elles ne sont pas mues par une certaine sincérité et elles ne visent pas l'épanouissement effectif des citoyens de cet espace-là. Quelle est l'implication de l'AES dans les rapports que tiennent les pays membres avec leurs voisins? Le Niger et le Bénin peinent à trouver un terrain d'entente, notamment sur le projet de pipeline. Mais justement, les pays de l'AES, je l'ai dit à l'instant, nous montrent un exemple de gouvernance qui rappelle en fait les vertus essentielles liées au besoin du vivre ensemble. Ils mutualisent leurs forces. Ils font en sorte à partager les renseignements, les informations, etc. Parce qu'ils se sentent liés par un destin commun. Vous voyez, ce qui est justement tout le contraire entre, par exemple, ce que le Bénin fait contre le Niger, alors que ce sont des pays voisins, mis ensemble par la nature elle-même et donc par le Créateur. Et donc, personne ne peut aller contre ça. C'est ce que le ministre Diop disait, que personne ne va les déloger de là où ils sont. Géographiquement parlant, ils ont des voisins dont ils ne peuvent se défaire. L'impératif pour ces gens-là, c'est de renouer avec le dialogue, de sorte à comprendre qu'en fait, leur mission, leur vocation, c'est de faire en sorte à créer l'espace communautaire qui permet à chaque citoyen de se sentir à l'aise et de circuler comme il se doit. Les pays de l'AES rappellent aux dirigeants de la CEDEAO leur mission, à laquelle ils ont failli pendant des décennies et qui explique que tous ces États-là sont en train de végéter. Or, en fait, c'est la dynamique unitaire qui donne la force et qui donne les moyens à l'ensemble de ces dirigeants-là de pouvoir avancer. Tout ce que le Bénin a fait contre le Niger, c'est une supercherie et qui montre clairement que nos pays, certains de nos dirigeants sont encore dans ce rôle de nègre de maison pour justement servir la cause. L'AES en tant qu'organisation a-t-elle un rôle à jouer ou non dans la résolution de ce conflit diplomatique? Dans tous les cas, le Niger étant attaché au Mali et au Burkina Faso, ils défendent ensemble leurs intérêts. En témoigne justement la réaction du Mali et du Burkina Faso lorsque la CEDEAO avait senti le besoin d'annoncer l'attaque militaire contre le Niger. Les deux pays ont dit clairement, si jamais vous déclarez la guerre au Niger, considérez que vous avez déclaré la guerre aussi bien au Burkina Faso qu'au Mali. Et donc ça veut dire que toutes les fois où les intérêts d'un des pays membres sont remis en cause par qui que ce soit, ces trois pays se sentiront concernés. Et c'est ça, cette dynamique-là que nous recherchons. Et c'est ce qui montre que c'est la force, c'est l'unité qui donne la force. On a besoin, en tout cas dans notre espace, que véritablement nos dirigeants se mettent sur cette même longueur d'onde dans laquelle nous pouvons nous retrouver. Et donc, l'AES,
évidemment, suit de près tout cela. Et d'ailleurs, le Niger a pris des mesures qu'il faut. Écoutez, vous voulez saboter une opération qui a été verrouillée par des accords fermes. Écoutez, il n'y a pas de souci, nous fermons les pipelines et puis bon, on cherche une solution plus pratique qui nous conviendrait. Qui perd dans tout ça? C'est le Bénin qui va perdre. Puisque, en fait, les ristournes à partir des taxes que le Bénin allait engranger, du fait simplement que le pipeline passe sur son territoire, était quand même colossal. Plus de 500 millions de dollars par an, si justement le débit annoncé au départ est respecté. Alors, mais qu'est-ce que le Niger perd? Le Niger va justement conduire son pipeline par votre territoire et la solution est toute trouvée. Tout ceci pour dire que ces dirigeants-là qui jouent au traître sont en train de s'exposer sans état d'âme, sans force, parce que là, ils ne sont pas cohérents. Un monde multipolaire, c'est le nouveau paradigme que l'AES défend, disait le ministre malien Abdoulaye Diop, une utopie dans un climat conflictuel sur le continent, notamment en Afrique précisément. Mais pourquoi ce serait une utopie? Parce qu'en fait, c'est l'homme qui fait et défait toutes les organisations, en tout cas toute la dynamique de l'évolution de l'humanité. Et donc, en fonction de ce que vous concevez dans votre esprit, vous êtes en mesure de matérialiser cela. Si les pays de l'AES ont décidé de s'assumer par eux-mêmes et donc de se faire la voix pour se gouverner en lien avec le besoin de construire leur nation, on ne peut que les laisser évoluer dans ce sens-là. Quelles que soient les difficultés par lesquelles ils passeront, ils sont déterminés. Et donc, la détermination est une clé en toute initiative qui permette là, justement, de sécréter chaque jour l'énergie nouvelle permettant de franchir des pas. Écoutez, depuis que Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, depuis que Ibrahim Traoré est là, depuis que Tiani est là, vous ne vous réalisez pas qu'ils sont en train de franchir des pas un à un, malgré tout ce qui est en train de se conspirer contre eux, tout ce qu'il y a au plan international contre ces pays-là, en réalité, ils ne sont pas en train de reculer en ce qui concerne les objectifs qui se sont fixés. Au contraire, c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, cela demande un niveau élevé de sacrifice, aussi bien aux dirigeants qu'à la population, mais ils sont en train d'évoluer. On a coupé l'électricité à ces pays, on a coupé plein de choses, mais ils ont vécu. C'est-à-dire que ce sont les épreuves qui nous poussent à provoquer le déclic de l'usage de notre énergie intérieure. Et donc la résilience que ces pays-là sont en train d'afficher aujourd'hui, mais a quelque chose d'émerveillant. C'est pendant que le Niger ou le Mali est sous sanction, que les salaires ont été augmentés, que l'armée a été restructurée, que les équipements militaires ont été achetés de toutes parts. Et donc, c'est pour montrer que, en fait, tout est possible, à condition que vous ayez non seulement la volonté, mais la disponibilité et l'engagement nécessaire pour évoluer. Nous avons tendance à renoncer lorsque il y a des difficultés. Lorsque vous entreprenez quelque chose et vous voyez des épreuves et tout ça, vous démissionnez. Et c'est cette démission-là et cette vie superficielle qui explique que nos dirigeants ne sont pas capables de franchir des pas décisifs vers la souveraineté, la libération de nos peuples, etc., etc. Les pays de l'AES, malgré les menaces de coup d'État, malgré tout ce que le ministre Diop l'a dit, que c'est tous les jours, c'est au quotidien qu'ils déjouent des plans de déstabilisation de leur pays. Et oui, c'est vrai, mais malgré tout ça, il ne doit pas reculer, parce que la voie de l'héroïsme n'est pas celle qui est lisse, sans ronce, sans difficulté, etc. Mais c'est celle-là qui déjoue tout cela et qui montre que l'homme est capable de sécuriter chaque jour la vitalité, l'énergie nécessaire pour pouvoir les affranchir. Oui. Lucas Waki, pour terminer, au sortir de cette rencontre de Bruxelles, que retenir du message du ministre Abdoulaye Diop? Quel est justement le message fondamental à travers lui, le message des États de... Le message, je crois que c'est à travers le titre de cette émission. Avec ou sans vous, on va avancer. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne se sont mariés à personne. Avec ou sans les partenaires occidentaux? Exactement, ils peuvent évoluer. Ils vont évoluer. C'est-à-dire que si les Occidentaux ne sont pas là, les Français, les Européens ne sont pas là, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a tout. Mais pourquoi? Parce que justement, en tant qu'État, ils ont la possibilité de créer un rapport de force. Et ils ont à donner, tout comme à recevoir. Donc, chacun des pays partenaire doit pouvoir comprendre qu'aucun pays en Afrique aujourd'hui ne doit se sentir
totalement dépendants d'un autre. Les accords coloniaux nous ont inhibés dans une forme de léthargie et dans un suivisme béat assez naïf où sans la France, sans l'accord de la France, aucun pays de l'espace francophone ne pouvait prendre des initiatives avec d'autres partenaires au plan international. Aujourd'hui, les esprits se sont libérés et les gens comprennent que tout est possible. Et donc, en tant qu'État, il ne peut que créer des partenaires gagnants à travers le monde. Si l'Occident ne le comprend pas jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui va perdre parce que en tout cas, l'état d'esprit actuel dans lequel les trois pays sont montre clairement qu'ils ont défini une voie de laquelle ils ne vont jamais reculer. Et donc, à partir de ce moment-là, on considère que la fermeté, la rigueur, la vigueur, la vitalité avec laquelle les trois représentants du Sahel ont parlé à Bruxelles devront permettre que les gens comprennent très bien que quelle que soit leur gesticulation, quels que soient les artifices qu'ils vont multiplier, cela ne va plus distraire les dirigeants de ce pays-là et ils vont continuer tout ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, Luc Abaki. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et analyste politique. On se sent privilégié à chaque fois de donner nos opinions ici. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.